Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Alors que nous entamons ce dernier conseil municipal avant la pause estivale, et avant de revenir sur certains des dossiers qui seront abordés dans ce conseil, je me permets de revenir quelques instants sur le show matinal que vient de nous livrer l'opposition. Comme à son habitude, et depuis 5 ans maintenant, l'opposition vient de nous livrer sa version du bilan de notre majorité. Et comme à son habitude, c'est avec évidemment beaucoup d'exagération. Après 5 années passées à vos côtés, il faut dire que, même si on s'y attend, on ne s'habitue toujours pas. Revenons sur le bilan de mandat. Qui ne devrait pas faire de restitution de son bilan de mandat à ses administrés? Quel maire devrait s'en exonérer? Ce bilan de mandat a donc donné l'occasion de revenir sur des réalisations, sur les investissements et les orientations qui ont guidé nos actions. Ces 9 réunions de mandat dans chaque arrondissement ont mis en avant les opérations et les démarches au plus près des quartiers et au plus près des habitants, ne vous en déplaise. Les réalisations, elles sont là. Alors pas toutes, soyons honnêtes, mais quand même. Rénovation des écoles, rue aux enfants, soutien à la culture, renforcement du dialogue social avec nos agents, tranquillité publique avec nos policiers municipaux, garantie des droits fondamentaux pour toutes et tous avec le CCAS. Les difficultés étaient là aussi bien au départ. Dette patrimoniale et contexte exceptionnel. En effet, les élections de 2020 se sont terminées dans un contexte tout à fait particulier, démarré par des marches pour le climat remarquables, en passant par une pandémie et un confinement qui nous a amené à un deuxième tour 3 mois plus tard. C'est ainsi que s'est faite une arrivée aux responsabilités en pleine crise Covid, avec le début de la guerre en Ukraine, une flambée des prix de l'énergie et des matières premières incontrôlées. À tout cela s'ajoute une instabilité politique au niveau national et des inquiétudes démocratiques qui fragilisent à la fois les collectivités locales, mais aussi les élus locaux. Et puis, nous vivons un contexte international particulier. L'escalade militaire entre Israël et l'Iran est particulièrement inquiétante. Nous le rappellerons en fin de conseil par le vœu de presque l'ensemble des groupes politiques de la ville de Lyon. La communauté internationale doit sans relâche exiger une désescalade et un cessez-le-feu pour protéger les civils et libérer les otages. Il est plus que temps de reconnaître l'État de Palestine et mettre fin au massacre en cours à Gaza. Nous ne pouvons ni légitimer l'usage de la force, ni la fuite en avant d'un Premier ministre d'extrême droite qui, par ailleurs, tente de faire oublier qu'il n'a cessé de bombarder sciemment Gaza, d'entraver l'aide humanitaire et de déplacer des millions d'hommes, de femmes et d'enfants livrés à eux-mêmes. Et avec cet épisode, le régime des Mollahs trouve de fait une occasion inespérée de détourner l'attention du monde de la répression sanglante du mouvement Femmes, Vie, Liberté. La responsabilité de la France et de l'Europe est immense. Nos silences et nos impuissances, hier en Syrie et en Libye, aujourd'hui en Ukraine, à Gaza, en Iran ou sur le continent africain, apparaissent comme autant de droits de tirage pour des gouvernements autoritaires qui, par la force, bafouent le droit international et engagent la sécurité du monde. Cette prédominance à régler les conflits, les désaccords par la force gagnent du terrain chaque jour à nos modèles démocratiques qui sont fondés, eux, sur le dialogue, la diplomatie et le compromis. En France, pour s'en convaincre, il suffit d'observer les cheminements du dialogue social qui se sont tenus dans ce fameux conclave sur les retraites. Si certaines organisations ont quitté la table dès les premiers jours, d'autres, après 40 jours de travail, étaient prêtes au compromis. Et donc cet échec est le résultat de l'intransigeance des organisations patronales, car oui, c'est le patronat, en particulier le MEDEF, qui, malgré les efforts consentis par les syndicats réformistes, notamment sur la mesure d'âge, préfère rejeter l'accord dans une logique du tout ou rien. Et il en a été de même sur d'autres sujets, comme bien évidemment ceux de la ZFE ou encore du ZAN. Nous sommes en pleine dérive trumpiste, et je ne sais plus si ici dire wokiste en Auvergne-Rhône-Alpes a encore du sens, mais la droite et l'extrême droite reviennent en permanence sur des dispositions environnementales en développant un catalogue de dérogations aux règles d'urbanisme, aux obligations de compensation des atteintes à l'environnement. Mais il n'y a pas que la droite. La Macronie ne sait plus où elle habite quand il s'agit d'environnement. La cohérence des votes à la métropole et à l'Assemblée nationale, pour ceux qui se revendiquent encore du parti présidentiel ou ceux qui aspirent à une investiture, est dure à suivre. Le « en même temps », que l'on croyait disparu, s'est dernièrement magistralement illustré car les macronistes ont été contraints de voter contre leur propre projet de loi pour sauver ce qu'ils estiment être le bilan écologique d'Emmanuel Macron. Alors dans ce contexte, il y a de quoi être inquiet. À l'inverse de ces postures, nous défendons l'équilibre des solutions face à la démagogie des populistes. La voix des socialistes dans ce conseil municipal préfère toujours les petits pas aux révolutions de salon avortées comme aux aventures individuelles dont on sait trop bien comment elles finissent à chaque fois. Pour illustration, sur les ZFE, je le rappelais, nous défendons son ambition comme un levier de justice environnementale et sociale.
nous rappellerons constamment que la pollution de l'air touche d'abord les plus vulnérables, enfants, personnes âgées et habitants des quartiers populaires. Alors oui, la ZFE est un outil de santé publique, mais à condition d'être accompagnée de mesures sociales fortes. Si elles sont aujourd'hui vécues comme une mesure d'exclusion, c'est parce que le gouvernement n'a jamais voulu mettre les mesures budgétaires d'accompagnement indispensables. C'est pourquoi nous avons plaidé pour des aides à la conversion, des transports publics renforcés et une mise en œuvre progressive et ciblée de leur gratuité. Déjà, en 2020, nous proposions une gratuité ciblée pour les moins de 12 ans, les week-ends pour permettre de se rendre en centre-ville et faire vivre le commerce de proximité, et les jours de pic de pollution comme seule réponse possible à la limitation des émissions de CO2. Pour nous, vous le savez, écologie et solidarité doivent aller de pair. C'est cela l'esprit de compromis dans la justice. Et il en va de même sur la question du stationnement. Ce sera l'occasion, j'imagine, de débats houleux dans cette journée, alors que la réduction du trafic évite les bouchons, la pollution, le bruit et améliore la qualité de vie urbaine. Qui s'en plaindrait un jour comme aujourd'hui? Mais ce n'est pas tout. Inquiète, je le suis encore plus quand je constate l'incapacité de la France à mener un débat démocratique, rationnel sur nombre de sujets. Je pense ici à la programmation énergétique, sujet certes technique, mais qui touche directement le quotidien de chaque Français. En effet, alors que la crise énergétique induite par la guerre en Ukraine fait rage et que nous sommes confrontés à une guerre froide économique engagée par la Russie, la Chine et désormais les États-Unis, la question de l'autonomie énergétique de la France se pose avec urgence. Notre souveraineté est un préalable à la préservation du pouvoir d'achat des ménages et à la compétitivité de nos entreprises. Alors oui, Monsieur Oliver, Monsieur le sénateur Blanc, comment penser qu'un moratoire immédiat sur tout nouveau projet de production d'électricité solaire ou éolienne était la solution? Ce moratoire est un non-sens. Il va à l'encontre de toutes les recommandations scientifiques, celles du GIEC, de l'Agence internationale de l'énergie, du Haut Conseil pour le climat, qui appellent à accélérer massivement le déploiement des énergies renouvelables. Mais c'est sûr, et nous l'avons vu depuis 5 ans, les rapports du GIEC ne sont pas les lectures préférées du sénateur Blanc. Les dogmes climato-sceptiques et les propos d'estrade ont la peau dure quand il s'agit d'alimenter des visées électoralistes. Je ne minimise pas évidemment l'impact social et les efforts qu'ils doivent être consentis, mais là encore, comment jeter le bébé avec l'eau du bain quand le bébé en question est en réalité la génération qui vient? Alors, devant cette conflictualité politicienne surjouée sur ce sujet, le développement des énergies renouvelables a pris un retard considérable, faisant de la France le seul État membre à ne pas avoir atteint les objectifs assignés par la Commission européenne fin 2023. Je pourrais multiplier les exemples et illustrer mon propos avec le devenir de notre modèle de protection sociale. Car c'est dans ce cas-là une immaturité confondante pour ceux qui sont majoritaires et qui fuient leurs responsabilités ou préfèrent attendre le grand soir de la prochaine élection présidentielle, comme si nos concitoyens, eux, pouvaient attendre. Alors, dans ce contexte, notre majorité termine son mandat et, pour beaucoup, s'apprête à se présenter devant les Lyonnaises et les Lyonnais pour solliciter son renouvellement sous différentes formes. C'est surtout dans ce contexte que nous avons agi, que nos politiques, face à l'inaction de l'État ou à la brutalité de certaines politiques nationales, ont pu permettre de maintenir la solidarité, protéger les plus fragiles et engager des transitions concrètes. Comme tout mandat, ce mandat municipal a toujours été exigeant et je rajouterai à bien des écarts singuliers. Il s'agit d'un mandat de résilience. Il s'agit surtout d'un mandat utile pour le quotidien des Lyonnaises et des Lyonnais, pour une ville qui ne laisse personne de côté, une ville qui devait en finir avec le lion à 2 vitesses. Sur le plan social, nous avons protégé des enfants, mis des familles à l'abri, ouvert et rénové des écoles, innové dans le logement social pour apporter notre concours face à la crise de la construction. Nous avons accru nos services publics, notamment pour les plus fragiles. Nous avons combattu la dette écologique en développant les mobilités douces, en végétalisant aussi notre espace urbain, en limitant la vitesse de circulation, en piétonnisant, en diminuant le coût pour les usagers des transports publics. Ces choix moqués, qualifiés d'idéologiques par l'opposition il y a encore peu, ne font plus débat aujourd'hui. Tout un chacun le comprend, le ressent et le vit, mais je veux le dire, s'il nous faudra alors encore plus loin, les socialistes orienteront les efforts vers les plus précaires, les plus modestes, les étudiants ou ceux qui ont encore besoin de se soigner. C'est l'objet d'ailleurs de cette nouvelle DM, financer des services publics locaux et les investissements. Pour nous, c'est là que se trouve précisément l'intérêt de l'intervention publique, avec un argent public destiné à ceux qui en ont peu. Un argent public utile aux Lyonnaises et aux Lyonnais et qui ne passe pas dans des projets fantasques en cœur de ville, qui rend finalement le prix de l'ombre au mètre carré place Bellecour plus élevé que celui de l'immobilier. Au-delà de ça, le second règlement du BUPA est encore largement perfectible, étant donné les résultats de l'inéquité financière qui existe entre les arrondissements, notamment aux dépens des arrondissements les plus populaires.
L'argent public, dans une période de crise budgétaire, doit soutenir des projets populaires. Nous ne devons pas faire peser l'austérité sur les plus fragiles. C'est aussi dans cet état d'esprit que nous avions défendu de maintenir des subventions à l'école de la deuxième chance, car pour des jeunes en difficulté, leur offrir une deuxième chance d'insertion sociale et professionnelle, c'est essentiel à nos yeux. Nos oppositions s'en soucient peu de l'argent public quand j'entends certaines de leurs déclarations. Les droites macronistes et républicaines se concentrent davantage sur les mois à venir. Choisir entre les nuances des candidats issus du socle commun et les sensibilités des républicains, des nuances d'étiquettes qui ne constituent pas un projet mais une ribambelle de prétendants. Alors, face à cette horde d'aspirants toujours sans projet, les marquis parisiens du socle commun et de la droite républicaine se cherchent un candidat. Force est de constater, pas une candidate. Et c'est sous le haut patronage d'un homme aux talonnettes, désormais cerclé d'un bracelet électronique, que les droites avancent un homme d'affaires, évinçant par là même ses propres élus locaux investis dans leur mandat, à qui on peut reprocher bien des choses, mais pas leur présence sur le terrain. Un homme d'affaires au succès entrepreneurial indéniable, qui nous a donné des grands moments de joie avec l'OL, mais un homme, tout respectable soit-il, qui ne vit plus comme tout un chacun depuis des décennies. Un homme qui porte un regard dépassé sur notre ville, un homme aux propositions aussi rares qu'éculées, car à l'entendre sur toutes les ondes, je n'ai retenu que le retour à un lien du tout bagnole et de la réduction des services publics. À croire que pour lui, le cabinet du maire est donc un service public. Car oui, lui saurait gérer les deniers publics. Comprenez bien, il l'a fait avec ses affaires, avec son club, ses joueurs, avec Lyon. Alors, j'ai peur de revivre le remake de la Startup Nation. Et disons-le, au-delà des postures gestionnaires, à la manière de cabinets conseils dont on connaît l'impact à l'échelle de notre pays, il n'est jamais dit ce qui serait fait, ni comment, ni quoi serait réduit, fermé ou même privatisé. Ah si, j'ai entendu. Rendre à Lyon sa visibilité, la belle affaire. En guise de projet, c'est encore mince. Et je ne crois pas que l'exaspération surexploitée face aux travaux y suffise pour convaincre nos concitoyens. Mais dans la période que nous vivons, je veux être prudente et ne pas minimiser l'impact potentiel de l'utilisation politique des colères, des exagérations et des propos démagogues. D'ailleurs, c'est avec cette candidature en perspective que finalement, la réforme PLM est devenue depuis, pour les droites lyonnaises, d'un tout autre intérêt. Conçue au départ pour offrir à Paris à Rachida Dati, comme on lui offre les babioles de la place Vendôme, la réforme du mode de scrutin avorté pourtant à plusieurs reprises, et pas plus tard qu'il y a 2 jours, présenterait désormais une opportunité pour votre champion. Mais je vous l'ai déjà dit, les Lyonnaises et les Lyonnais ne s'y tromperont pas. Une élection municipale, ce n'est pas un casting, ce n'est pas une compétition de popularité. Alors certes, vous avez une figure médiatique qui est connue, mais qui par contre ne connaît rien au rouage institutionnel, aux réalités budgétaires, ni aux urgences sociales, écologiques que vivent nos villes. Nous sommes sur ces bancs, à l'inverse de ce type d'orientation politique. Nous sommes à la ville, comme dans nos arrondissements, résolument tournés vers l'intervention publique, les services publics et les agents publics. Nous avons démontré que l'écologie pouvait être efficace uniquement si elle s'accompagnait de justice sociale. Et il faut le reconnaître, puisque c'est le moment de vérité, nous n'avons pas toujours été entendus. Il y a eu des débats parfois vifs, et c'est sain. La démocratie locale vit de cette pluralité de voix et d'idées. Certaines décisions ont pu diviser, mais elles ont toujours été prises avec sérénité, cohérence et la volonté de préparer l'avenir. C'est ce qui a guidé chacun de nos votes, chacune de nos prises de parole, chaque politique défendue ici. Et c'est ce que nous ferons jusqu'à la fin du mandat. Je suis fière de ce que nous avons accompli ensemble, fière d'avoir porté ici, au nom des socialistes, une parole claire en faveur du logement pour toutes et tous, de l'égalité, de la solidarité concrète, du sport, notamment avec celles et ceux que la société oublie trop souvent. Fière aussi d'avoir été un trait d'union, parfois entre les cultures politiques qui composent notre majorité et parfois au-delà. Car c'est dans le dialogue et l'alliance des combats écologistes, socialistes, progressistes, féministes et antiracistes que se construit une ville vivable et désirable. Je le dis sans détour, la période qui s'ouvre va nécessiter de nouvelles énergies, de nouveaux élans, de nouvelles formes de rassemblement. Nos responsabilités locales ne peuvent s'exonérer des fractures nationales ni du climat de défiance envers les institutions. L'heure n'est donc pas à un avènement messianique, mais au rassemblement des hommes et des femmes de bonne volonté, désireux de poursuivre le travail engagé pour faire rayonner notre ville, en faire un modèle de ville solidaire et durable et vivable. Une ville attractive parce qu'elle sera capable de faire face aux défis de notre temps. À la rentrée viendra le temps des décisions, celui des candidatures aussi. Je ne suis pas là aujourd'hui pour y répondre, il est encore trop tôt. Mais je peux vous dire une chose, je resterai fidèle à mes convictions, à ma vision d'une gauche utile, populaire et audacieuse,
Et quelle que soit la forme de mon engagement à venir, je resterai comme toujours au service de l'intérêt général. Je vous remercie.